Salut! Dans cette vidéo concernant le push-pull, nous allons aborder son aptitude à réduire des harmoniques paires. Dans les démonstrations et les explications qui vont suivre, je limiterai mon propos uniquement à l'harmonique 2, sachant qu'il est évident qu'une triode introduit au-delà de l'harmonique 2, de l'harmonique 3, de l'harmonique 4, et nous ferons toutes les démonstrations ou les explications uniquement avec de l'harmonique 2. A tout de suite! Avant d'entrer dans l'explication du fonctionnement d'un étage en push-pull, on va revenir 2 minutes sur le comportement d'un étage à tube unique, puisque jusqu'alors, sur ce canal, on n'a parlé que d'amplificateurs en classe A à tube unique. Alors, dans un amplificateur à tube unique, typiquement, si on a une triode, et si on vient lui rentrer un signal alternatif comme ça, absolument parfait, qu'est-ce qui va sortir de cet étage de sortie? Alors ce qui va sortir de cet étage de sortie, c'est quelque chose comme ça, avec une dissymétrie, comme je ne cesse de le répéter, entre l'alternance positive et l'alternance négative. C'est ce que vous avez ici sur le schéma que vous voyez au tableau. À la conséquence de ça, si on décompose ce signal-là, ici, si on fait une décomposition en série de Fourier, ce qu'on ne va pas faire, on va se rendre compte que l'on a cette dissymétrie est tout à fait significative, que l'on a un spectre enrichi principalement en harmonique 2. Ce n'est pas les seules harmoniques que l'on trouve dans un étage à triode, comme vous pouvez le voir ici, mais c'est principalement l'enrichissement que va apporter un étage à triode. Pour l'instant, on va s'occuper uniquement d'un étage à triode. Les pentones enrichissent le spectre différemment. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est le comportement d'un étage de triode quand l'excursion est importante ou quand le tube est fortement sollicité. Il faut savoir que l'essentiel de la distorsion d'un ampli à tube, quelle que soit la typologie que vous allez utiliser, va vous donner une forte distorsion, et ce qui donne l'intégralité de la distorsion, c'est typiquement l'étage de sortie. On y reviendra par la suite. Alors maintenant, quand on fait la somme de ces deux signaux ici, on obtient la courbe caractéristique, et si on les superpose, comme je vous le montre à l'instant, vous voyez bien en fait la composition d'un signal qui a été enrichi en harmonique 2. Cet étage que vous voyez ici n'a pas originellement été construit pour construire des étages finaux typiquement de radio. En 1915, la transmission de phonie par radio est encore relativement expérimentale et n'est pas encore, on va dire, généralisée. En revanche, le brevet, si vous l'avez lu, et ce qu'on a évoqué dans la vidéo précédente, est utilisé sur une ligne téléphonique. Alors l'idée, quelle était l'idée en fait des concepteurs de l'époque, ou du concepteur de l'époque? Quand on a un téléphone, on va dire, filaire bien sûr, il est raccordé à une ligne torsadée, comme cela, avec deux courants. Les champs magnétiques se compensent, ça s'appelle une ligne de transmission. Alors l'objet n'est pas de parler des lignes de transmission, on le fera peut-être quand on évoquera la radio, mais la particularité d'une ligne de transmission, c'est qu'elle a une atténuation dite linéique, c'est-à-dire qu'en fonction de la distance ici, D, on a une atténuation linéique. Pour être plus clair, plus la ligne est longue, plus on a un affaiblissement au bout de la ligne. Alors la conséquence est immédiate, quand on est sur du téléphone, c'est qu'on comprend bien que quand la ligne est très longue, au bout d'un moment, le signal est très faible et ne devient plus audible. Donc il est venu à l'idée des concepteurs de l'époque d'insérer sur cette ligne de transmission des répéteurs, qui sont d'ailleurs des répéteurs bidirectionnels, puisque le téléphone est du duplex intégral. Alors ils sont rendus bidirectionnels au moyen d'un hybride à transformateur, ce que je ne vais pas évoquer. Et l'idée donc c'était d'augmenter le signal, donc de faire de l'amplification sur du signal de telle manière que la ligne suivante, on retrouve plus loin un signal audible. Seul petit problème, et là maintenant on va commencer à tracer un deuxième ampli. Ici, imaginons qu'ici on mette un deuxième ampli bidirectif, et au final on va mettre un téléphone ici. Téléphone de l'autre côté. Le problème que l'on a, c'est que, imaginons, je vais essayer de le dessiner comme ça, imaginons qu'ici en A, on vient d'entrer un signal parfaitement sinusoïdal.
Quand je dis parfaitement sinusal, ça veut dire que c'est un signal qui n'a pas de distorsion. On va le faire de manière théorique. Donc le spectre de ce signal ici en A, c'est une harmonique 1, point la ligne. Là, bien sûr, on a la fréquence. Hein. Et là, le niveau. Qu'est-ce que l'on va avoir au bout de la ligne de transmission ici en B? Ben, on va avoir exactement la même chose. Pour simplifier, on aura ce signal-là, plus l'atténuation de la ligne. Mais globalement, on ne va pas changer le spectre, puisqu'on ne fait qu'une atténuation. Donc ce qui va rentrer dans cet ampli, c'est un spectre identique. Bien sûr, diminué de l'atténuation de la ligne. Qu'est-ce qui va sortir sur cet ampli s'il est constitué d'amplificateurs monotriodes à tube unique? Ben, ici en C, là, si on dessine ce qu'il va y avoir en C, on va avoir, certes, un gain sur là, on va avoir du gain là-dessus, avec le gain de cet ampli-là. On va certes amplifier la fondamentale, mais on va venir ajouter, du fait que les triodes sont des éléments non linéaires, on va venir ajouter une harmonique 2. Alors on n'ajoute pas qu'une harmonique 2, on ajoute de la H3, de la H4, etc. etc. Mais pour l'explication, pour l'instant, on va se limiter à la seule harmonique paire qui nous intéresse, c'est-à-dire la H2. Qu'est-ce qui va rentrer dans cet ampli, ici, en D? À cet endroit ici. Ben, il va rentrer ce spectre-là, ici, bon, diminué de la perte de cette ligne-là. Mais globalement, ici, l'écart entre la H1 et la H2, la différence entre l'harmonique 1 et l'harmonique 2 sera rigoureusement identique. Alors déjà, dès le premier ampli, on voit qu'on a introduit une distorsion qui n'existait pas à l'entrée. Mais pire encore, c'est ce qui va se passer ici en D. Parce que cet ampli qui est là, vous ne lui rentrez plus une seule fréquence, mais vous lui rentrez deux canaux, ici. Donc qu'est-ce qui va sortir là? On peut le dessiner ici. Ce qui va rentrer là, ce qui va sortir sur cette ligne ici, c'est l'harmonique 1, certes, l'harmonique 1 et l'harmonique 2. Alors, je vais le dessiner comme ça. Amplifié. Mais vous n'allez pas amplifier dans les mêmes proportions la H1 et la H2 sur cet ampli-là. Pourquoi? Parce que cet ampli va à son tour apporter de la distorsion. Et vous avez de grandes chances que cette distorsion soit parfaitement en phase, ce qui va avoir pour effet de diminuer ici le rapport entre H1 et H2. Alors ce problème, il faut savoir qu'il est parfaitement connu des ingénieurs radio, encore au XXIe siècle. Ça consiste en fait à corréler les distorsions sur une ligne de transmission. Typiquement, si vous faites la couverture d'un tunnel radioélectrique avec du câble rayonnant, donc qui est une ligne de transmission et que vous cascadez des amplis sur une grande distance, au bout d'un moment, vous allez avoir un signal qui certes sera amplifié, mais dont la distorsion va augmenter au rythme des bonds que vous allez faire. Au point même qu'à un moment donné, certes, vous aurez amplifié vos signaux et vous allez essayer de garder en fait cette atténuation relativement constante, mais vous allez dégrader la distorsion, c'est-à-dire que la distorsion augmente au nombre des amplis que vous mettez sur la ligne. Alors évidemment, si on était capable d'amener cette distorsion en harmonique 2 en opposition de phase ici dans cet étage avec ce qu'elle a en entrée, ça aurait tendance à raboter cette ré ici en harmonique 2. Mais il n'y a absolument aucune chance que sur une ligne où vous cascadez des répéteurs comme ça, vous arriviez à faire en sorte que les signaux
arrive en opposition de phase ici, de façon à ce que la distorsion de cet ampli s'oppose à sa distorsion d'entrée. Sur une ligne de transmission, c'est impossible. Impossible. Et puis, de toute façon, vous ne serez pas capable de contrôler les phases, de maîtriser les phases. Ce problème que vous voyez là, ici, qui consiste à dégrader le rapport, en fait, entre l'harmonique 1 et l'harmonique 2, fait en sorte que vous ne pouvez plus, à un moment donné, ajouter des amplis en ligne. Or, le seul moyen de résoudre ce problème-là, c'est de s'arranger à ce que cet ampli qui est en tête, ici, là, ait en fait un minimum de distorsion ici, c'est-à-dire qu'il ait en fait un minimum d'harmonique 2, de manière à ce que si vous diminuez l'harmonique 2 ici, forcément vous allez la diminuer en sortie, et vous allez forcément la diminuer ici, comme ça, de manière importante. Vous allez vous retrouver avec des niveaux plus faibles. Et c'est pour ça que ce circuit a été créé. Son seul objectif, en fait, c'est de diminuer la création d'harmonique 2 en sortie. Alors, on va maintenant regarder pourquoi et comment ça marche. Pour comprendre le fonctionnement d'un étage push-pull, il faut revenir au comportement d'un transformateur à point milieu. Seul moyen de comprendre le fonctionnement de cet étage. Alors, d'un transformateur à point milieu, on va le considérer, déjà, on va considérer ce transformateur qui est ici. Ce transformateur qui est ici, c'est l'équivalent de ce que vous avez sur des transfos d'alimentation. Il y a un enroulement en sortie, enfin il y a deux enroulements en sortie, plutôt, enfin il y a un enroulement en sortie avec un point milieu qui fait que vous avez la tension de sortie qui est divisée en deux. Le fait que l'on ait mis ces points indique que le bobinage se fait dans le même sens et donc que les deux tensions qui sont ici vont être en phase. Alors si on vient rentrer ici un signal alternatif, qu'est-ce que l'on va obtenir en sortie? Et c'est là qu'il y a une subtilité déjà à appréhender. Si on prend la référence de potentiel ici, du transformateur, imaginons qu'on vienne avec un scope, on met la sonde, fait la masse de la sonde de scope ici, et on vient se mettre là, en 1 et en 2. Ben, en 1, on va tracer comme ça. En 1, on va avoir un signal comme ça, et en 2, on aura un signal qui sera exactement du double de la tension. D'accord? Puisque là, c'est U1 plus U2. Et là, les signaux sont en phase. Les deux signaux ici, point médian et là, sont en phase. Comme ce que je viens de dessiner ici. Si maintenant on référence, rien ne nous interdit de le faire, si maintenant on référence ce système, si on vient référencer la masse du système, non pas sur une des deux branches, mais on vient la brancher ici, on va symétriser le signal. Et si on venait avec un scope mesuré ici en 1 et en 2, voilà ce que l'on obtiendrait. On obtiendrait en 1 un signal comme ça. Et en 2, on obtiendrait un signal comme ça. Donc on obtient deux signaux en antiphase, déphasés de 180 degrés. Donc ce transformateur qui est là, qui est à l'entrée, par rapport à son signal d'entrée, il va sortir deux signaux ici, en opposition de phase par rapport à la référence de potentiel qui est ici. Je vais donc la dessiner ici. D'accord? Ça c'est un truc parfaitement, on va dire, classique, c'est ce que vous avez typiquement dans des alimes, avec des transfos pour faire des alimes symétriques ou du redressement double alternance à partir d'un transformateur à point milieu. Alors ce transformateur que vous avez ici, cette partie qui est là, dans un ampli push-pull, ça s'appelle, porte un nom, ça s'appelle le déphaseur. Ça c'est un déphaseur. Ici, vous avez un déphaseur. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne fabrique plus de déphaseurs avec des transformateurs
sauf chez certains intégristes des montages à tubes qui veulent se remettre dans des configurations, j'ai déjà vu ça, mais c'est très difficile à tenir en fréquence. On n'a pas vu ça sur les transfos, mais il est extrêmement difficile de tenir correctement ça sur une plage de fréquence sans faire tourner les phases. Mais enfin, à l'époque, il n'y avait rien d'autre. À la sortie, on va observer les deux tubes qui sont présentés comme étant montés avec une haute tension et une alimentation qui servait également à chauffer les filaments, puisque c'était des triodes à chauffage direct. Alors je n'ai pas totalement reproduit le brevet tel qu'il est dans le truc d'origine, parce qu'en fait le brevet qui est à l'origine travaille plutôt en classe B2 avec des triodes qui fonctionnent en courant gris. Mais pour la simplicité du propos, je vais le présenter comme on l'aurait un peu construit maintenant. Ici on a une haute tension. Là, il y a la haute tension. Ça, c'est une tension. Ici, on est au plus. On a une tension positive qui vient alimenter la plaque des tubes par les enroulements du transformateur. Là, on a une tension d'alimentation qui revient sur ce transformateur qui est le déphaseur du système. Qu'est-ce qui va se passer là? On voit bien qu'ici, on est négatif. Ça veut dire qu'ici, on a une tension négative sur les grilles de chaque tube. Pourquoi elle est négative? Parce qu'ici, on est au moins. Là, évidemment, on a des tensions négatives sur les grilles. Ça veut dire que les grilles sont polarisées correctement. Pour l'instant, on ne va pas exciter ça avec des signaux. Donc, ici, on a des courants qui vont traverser chaque branche de ce système, des courants de repos, I1, I2. Voilà, en partant de là, et qui vont redescendre sur la masse ici. C'est classique. Ça, c'est comme si on avait en réalité un étage à tube unique là. Et là, c'est comme si on avait un étage à tube unique. Je vais effacer ça, et on va essayer de tracer maintenant ce que l'on a créé ici. Il est possible de comprendre cet étage comme étant deux étages à tube unique, couplés au travers d'un transformateur. Alors, qu'est-ce que l'on a ici dans ce montage tel qu'il est dessiné ici? Ce montage, on va imaginer qu'il est excité ici par un signal sinusoïdal sans aucune distorsion. Ce qui explique que n'est représenté dans le domaine spectral qu'une porteuse ou qu'une fondamentale, on va dire, du signal. Ça, c'est les déformations de la radio. Qu'une fondamentale dans lesquels il n'y a aucune distorsion, ce qui explique qu'on a uniquement l'harmonique 1 qui est représenté, ce qui est donc le spectre d'un signal absolument parfait. Ce signal vient traverser un transformateur, il se retrouve être symétrisé. Alors la raison pour laquelle il est symétrisé, c'est qu'on vient prendre la référence de potentiel ici, donc on se retrouve naturellement de chaque côté du transformateur avec deux signaux en antiphase, ici, ou en opposition de phase, comme vous voulez, sans distorsion. On va imaginer que ce transformateur ici n'engendre aucune distorsion. Bon, c'est pas vrai, mais pour l'explication, on va considérer que ce transformateur n'engendre aucune distorsion dans cet étage. Donc ici, on a bien deux signaux en antiphase qui ne présentent aucune distorsion. Ça, c'est la fonction du déphaseur. Donc, c'est de partir d'un signal comme ça, avec une référence à la masse, vers quelque chose de symétrisé, c'est-à-dire avec deux signaux, lesquels viennent exciter les grilles de chacun des tubes. Alors on va déjà considérer uniquement une branche, par exemple celle-là, sur la triode 2. Une triode, comme on l'a vu, quand on vient moduler sur une triode, on obtient une distorsion que pour l'explication, j'ai limité pour l'heure uniquement à son enrichissement en harmonique 2, mais on pourrait, bien sûr, il est bien évident qu'il y a d'autres enrichissements qui se produisent dans une triode. Donc ce signal parfaitement sinusoïdal que nous injectons ici se retrouve sur la plaque du tube avec une dissymétrie significative d'un enrichissement en harmonique 2. Si on regarde ce qui se passe sur la branche de l'autre côté on est en antiphase, donc on va obtenir tout naturellement la même distorsion, c'est-à-dire le même spectre qu'ici, mais en opposition de phase. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs que l'alternance qui est dissymétrique, on va dire cette dissymétrie est retardée, puisqu'il s'agit d'un retard sur la phase, est retardée de 180 degrés.
Néanmoins, ce que l'on vient faire ici, dans ce couplage du transformateur, on va retrouver en sortie un signal sinusoïdal dont le spectre est amélioré puisqu'on vient lui réduire son harmonique 2, en conséquence de quoi la distorsion globale d'un push-pull est meilleure que la distorsion de chacun des deux éléments constitutifs. Alors pour comprendre ça, il faut revenir au principe évidemment du transformateur symétriseur. Alors d'un point de vue théorique et du point de vue des principes, un transformateur est réversible. Il est réversible au sens où, d'un point de vue des équations ou des principes, il se comporte de la même manière que l'on attaque du secondaire ou du primaire. Bon, il y a des limites à ça, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous avez un transformateur 12 volts et que vous branchez le secondaire dans le 220 volts, vous allez cramer évidemment le transformateur. Mais là, ce n'est pas lié à la réversibilité des équations, c'est lié au fait que l'induction secondaire d'un transformateur n'est pas à même de s'adapter à celle du secteur. Ou alors, il faudrait concevoir un transformateur élévateur de tension. Alors, ce que l'on a ici, c'est que l'on a un transformateur avec un point milieu, dont les bobinages, qu'on a vu avec les points, et on a un secondaire, ici, avec une charge. Alors, si l'on regarde ce transformateur qui est ici, et qu'on vient alimenter ce transformateur entre les points 1 et 2, ici, on a la masse. Pour l'instant, on ne va pas raccorder la masse. Pour l'instant, on ne va pas raccorder la masse. Qu'est-ce qui se passe si je viens alimenter ça avec un signal alternatif sinusoïdal de cette nature, par exemple? Bon, voilà, c'est simple, on obtient ça. D'accord? Sur chacune des branches, ici, à partir du point milieu, on a deux tensions, ici. Deux demi-tensions, puisqu'on va considérer qu'on est sur un transformateur, évidemment, qui est parfaitement équilibré. On a deux demi-tensions ici. Si maintenant, je regarde ce signal, si je regarde ces deux signaux, en référençant mon potentiel, c'est là où il y a une subtilité qu'il faut parfaitement appréhender, si je viens regarder mon signal à partir d'ici. Maintenant, on va imaginer, j'ai un scope et je viens de mesurer ça ici et là. Dans ces cas-là, j'ai deux signaux. Là, si on dessine le 1, et si on dessine le 2, j'ai deux signaux en antiphase. Je les ai en antiphase tout simplement parce qu'ici, j'ai référencé mon point de masse ici. D'accord? Donc on peut imaginer maintenant, on va maintenant imaginer, et c'est pas imaginer, c'est-à-dire que quel est le comportement de ces deux triodes ici? Ces deux triodes vont se comporter comme des générateurs alternatifs. Elles vont se comporter comme deux générateurs alternatifs. On va imaginer que ces deux triodes qui sont là se comportent comme deux générateurs. Alors, si les signaux qui sont envoyés ici respectent cette notion de phase et d'antiphase, c'est-à-dire de 0 et de 180 degrés, comme cela, dans ces conditions, on va obtenir un signal en sortie. En revanche, si les triodes nous envoient des signaux en phase, cette fois, on va imaginer qu'on a le 1 qui fait ça, et on va imaginer que le 2 nous envoie un signal en phase. D'accord. Ce que l'on va obtenir dans ces cas-là, sur la sortie du transformateur, c'est 0 volts. À supposer qu'on ait deux signaux parfaitement corrélés en phase et en fréquence. Tout le principe de l'annulation de l'harmonique 2 repose précisément sur ce sujet-là, c'est-à-dire en fait que dans le transformateur, si on lui envoie des signaux en phase à l'intérieur, ils vont s'annuler dans le transformateur et nous ne les aurons pas à la sortie. Il est possible d'expliquer cet étage, bien sûr, avec l'usage des mathématiques en posant les équations, ici des fonctions sinusoïdales, et de leur transformer. Bon. Mais plutôt que de se lancer dans cette explication qui peut être longue, on peut le faire parfaitement graphiquement. Alors plutôt que de le dessiner au tableau, avec des dessins approximatifs, je vais vous présenter ça sous la forme d'une animation. Quand cette triode est excitée
par un signal purement sinusoïdal, elle déforme le signal selon cette forme-là, ce que je vous fais apparaître ici. Voilà ce que l'on voit. Si l'on regarde cette triode qui est donc excitée en antiphase, elle va nous donner un signal que je vous fais apparaître ici. Or, vous voyez bien la particularité que l'on a sur ces deux signaux. Ce que l'on constate, c'est que la fondamentale, ici, la fondamentale, est en opposition de phase. Donc, on va venir additionner la fondamentale. Propriété liée au transformateur ici. Par contre, si je déplace maintenant cette réponse de la triode ici, et que je viens la superposer, c'est ce que finalement fait ce transformateur, et que je viens la superposer comme cela ici. Mais qu'est-ce que vous constatez sur ce dessin? C'est que les harmoniques 2, que vous voyez ici, sont en phase, et la fondamentale est en opposition de phase. En conclusion, ce que va faire le push-pull, c'est qu'il va additionner les fondamentales, et il va soustraire l'harmonique 2. Toute l'astuce du système est là. Il nous reste à traiter un certain nombre de points que nous n'avons pas vus. Premier sujet, c'est l'annulation en fait des problèmes de saturation des noyaux à l'intérieur des transformateurs. Parce que du fait qu'on a deux courants ici à partir d'une alimentation qui s'oppose, nous permet d'utiliser des transformateurs sans entrefer, donc avec des inductions primaires plus importantes. Ce qui a un pour effet d'améliorer la réponse dans les basses fréquences d'un amplificateur. Deuxième sujet, qui va toucher directement le tracé des droites de charge, c'est le reflet de l'impédance de sortie sur les tubes en fonction de leur polarisation. À partir du moment où on a inventé cet étage, il est maintenant possible, parfaitement possible, de faire fonctionner les tubes dans des modes autres que la classe A, à savoir la classe A, la classe AB, la classe AB1, la classe B et la classe B2. Même si à l'origine, d'ailleurs, entre parenthèses, ce truc-là fonctionnait plutôt en classe B. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Et il nous reste évidemment le tracé des droites de charge avec les reflets d'impédance et les changements d'impédance quand on passera donc de la classe A à la classe B. Tout ça sera abordé dans de prochaines vidéos. Allez, à bientôt sur les ondes.